Bonjour, bienvenue à Gagny-Chomong par cette belle journée de fin d'été. On m'a demandé de me présenter, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est J.R. Léveillé. Le R c'est pour Roger, c'est mon nom, mon prénom à l'état civil, donc J. Roger Léveillé. Je suis né à Winnipeg, au centre-ville de Winnipeg. Un Winnipeg d'avant l'époque du fusionnement des municipalités francophones de Saint-Boniface, Saint-Vital, Saint-Norbert. Alors oui, je suis né au centre-ville, un irréductible Gaulois au centre d'une mer anglophone. J'ai écrit au cours des ans une trentaine d'œuvres, j'ai publié une trentaine d'œuvres en tout genre, des romans, de la poésie, des essais et des textes hybrides qui se situe entre le visuel et le textuel. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ce roman, Gagny-Chomong ou l'extase du temps. Nous sommes présentement à Gagny-Chomong et puis vous excuserez peut-être un peu l'éclairage suspect ici parce que derrière nous, c'est le lac Manitoba, le lac du Manitou, comme je l'appelle. L'intensité du vent, comme vous voyez, est toujours très éclatant au lac Manitoba, tout comme l'intensité de la lumière. Donc, il a fallu faire cette présentation aussi à l'intérieur. Alors, excusez un peu les moyens de bord, c'est toujours un peu comme ça lorsque nous sommes en ligne. Alors, Gagny-Chomong, c'est le chemin qui sépare le lac Manitoba de l'autre côté du chemin, c'est le lac Francis entouré de ses marais. Alors le nom Gagny-Chomong vient d'un mot cri, un très beau mot qui veut dire justement le chemin entre deux eaux. Alors au cours des ans, cette route-là a subi, comment dire, différents noms. On l'a appelée la route des canards parce que c'est le chemin jadis qu'on prenait pour aller à la chasse. Ensuite, c'est devenu Venice Road. J'imagine qu'il y a des gens qui ont construit des chalets qui ont cru qu'ils étaient, je ne sais pas, quelque part en Californie. Et puis ensuite, bureaucratiquement, c'est finalement devenu Twin Lakes Beach Road. Twin Lakes Beach, donc deux lacs au fond. Mais le nom sur les titres de propriété est le nom original que connaissaient les anciens métis. Et c'est d'eux d'ailleurs que j'ai appris la signification du nom. C'est Gagny-Chomong, donc le chemin entre deux eaux, et c'est le titre que j'ai donné à mon roman. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu une improvisation. J'ai quand même choisi certains passages du roman, mais je vais parler autour d'eux pour donner un sentiment du roman et puis peut-être donner quelques paramètres de lecture parce que c'est un roman à la fois simple et complexe. Simple parce que je pense que la langue est assez souple et lumineuse, du moins je l'espère, et complexe parce qu'on passe à travers différents territoires géographiques, à travers différentes époques historiques. Bien, justement, c'est ce que veut dire Gagny-Chomong, le passage entre deux eaux. Alors, on apprend à passer. Alors, on va passer de ce chemin qui est tout près de Saint-Laurent, une superbe communauté métisse sur les rives, justement, du lac Manitoba. Alors, nous allons passer de là, parfois nous retrouverons en Inde, parfois au Japon, ou en Chine, ou en Europe, ou au Nouveau-Mexique, et à différentes périodes, dans la période contemporaine que j'ai vécue et connue, mais nous allons aussi retourner plusieurs siècles en arrière pour retrouver d'anciens poètes zen et taoïstes. Nous allons mettre les pieds dans la Bible. Dans ce roman, nous allons retrouver des personnages fabuleux comme Rimbaud, Baudelaire. Tous ces gens-là sont présents. Il faut concevoir, et c'est un peu ce que je veux donner comme idée, il faut concevoir le roman un peu comme une vaste toile d'araignée. Et puis tous les points, évidemment, sont interconnectés. Et puis l'araignée qui est au centre, ou
peu importe où elle se soit, elle se retrouve, s'il y a un peu de pression ou quelque chose vibre à un point de la toile, elle le ressent et elle peut justement parcourir rapidement à cet endroit. Alors il faut voir le roman un peu dans ce sens, comme cette toile d'araignée qui met en communication cette architecture de points qui se retouche. Et pour ce faire, un indice que je peux donner pour les lecteurs, c'est il y a souvent, pas toujours, et c'est pas nécessaire, mais ça existe au début des romans, souvent ce qu'on appelle des épigraphes, des citations qui viennent d'ailleurs. Et puis c'est un peu, ça nous donne déjà un peu des pistes de lecture. Alors je vais tout de suite, j'ai mis tout ça à l'écran là pour pas être obligé de feuilleter continuellement dans le roman pour, pardon, pour retrouver ma place. J'ai mis ça à l'écran. Alors, allons voir ces épigraphes que je vais vous lire. Il y en a 3 au début de ce roman. Le premier, c'est de Lao Tzu. Ça dit « Connais le masculin, adhère au féminin ». Deuxième épigraphe vient d'Empédocle, un penseur, un philosophe présocratique. Il écrit « Car autrefois je fus jeune homme et jeune fille, et arbuste et oiseau, et muet poisson de mer. » Enfin, le troisième épigraphe vient de Philippe Solers qui dit « Le seul vrai roman est le mouvement de l'esprit, rien d'autre. » Alors, ces 3 épigraphes nous donnent des pistes de lecture. Masculin et féminin, nous sommes dans le yin-yang, et nous allons voir dans ce roman, je ne l'ai pas mis en 4e de couverture, mais vous allez découvrir qu'il y a 2 narrateurs, un narrateur masculin, une narratrice féminine. La narratrice féminine est venue ici à Ganishomong écrire son roman au sujet d'un narrateur qui est lui aussi venu à Ganishomong pour écrire l'histoire d'une narratrice. Alors vous voyez cet échange yin-yang, masculin et féminin. Et puis aussi, je dois noter parce que finalement, il y a ce concept yin-yang, mais il y a 3 parties au roman. Alors, la 3e partie appartient un peu au roman lui-même, parce qu'il y a 2 parties, mais nous sommes aussi dans une structure dialectique, c'est-à-dire thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Donc 3 parties, alors il faut qu'il y ait une 3e partie. Alors le yin-yang, finalement, se résorbe en une 3e partie. Je finirai peut-être par parler de tout ça. Alors bon, une autre façon de lire le roman, c'est de voir qu'à l'intérieur du roman, les pistes qui sont données partent non seulement de l'histoire qui est racontée, parce que pour moi, au fond, je suis peu intéressé aux histoires, Hollywood, tout ça, ces choses-là m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du roman même, c'est l'histoire de la narration que les personnages peuvent faire. Alors, dès le début de la 2e partie, on peut lire ceci, je vais vous le lire et je vais vous en parler et revenir sur ce que je viens d'exprimer. Alors, je file plus vite que mon ombre. J'ai l'esprit en neutre. L'air est bleu. J'ai le vent dans les cheveux ou les cheveux dans le vent. Il faut se bien poser les questions. Oui, l'air est un peu frais à ce temps de l'année. Avec le chauffage au max, j'entre dans une vérité bellement circulaire. Les inventions à 2 et à 3 voix jouent à la radio. J'ai 100 kilomètres à faire. Les inventions vont tenir la route, aussi finement réglées que la décapotable. Guide honnête qui enseignera à ceux qui aiment le clavecin et tout particulièrement à ceux qui désirent s'instruire, une méthode claire pour arriver à jouer proprement 2 voix, puis après avoir progressé à exécuter correctement 3 parties obligées. C'est ce qu'écrivait Bach en présentant ses pièces, les inventions à 2 et à 3 voix. Alors dans la 2e partie, ça débute à peu près la 2e partie du roman, on voit qu'il y a des indications de lecture qui nous sont données pour apprendre à trouver passage dans cette toile d'araignée. Alors il est fait allusion évidemment à 2 voix, celle de la narratrice féminine et celle du narrateur masculin. Et puis il est dit, bien, ceux qui désirent s'instruire, voici une méthode claire pour arriver à jouer proprement 2 voix.
puis après avoir progressé à exécuter correctement 3 parties obligées. Donc, on laisse entendre qu'une troisième voix. Et si on passe rapidement à la fin du roman, je ne veux pas dévoiler toute la fin, mais au début de cette troisième partie, on peut lire ceci qui explique un peu ce que je disais plus tôt, thèse, antithèse, synthèse, donc yin-yang plus la conclusion, si vous voulez. Alors, voici à la fin ce qu'on peut lire. Troisième partie. Ça fonctionne par 3, c'est la règle. Le Dao d'origine engendre le 1. Le 1 engendre le 2. Le 2 engendre le 3. Le 3 produit les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres s'adossent au yin et embrassent le yang. L'harmonie naît au souffle du vide médian. Alors nous avons en conclusion, ce qui est déjà annoncé au début, connaît le masculin, adhère au féminin, et puis aussi le titre, Ganeshomang, la voie entre les deux, la voie médian. La voie médian, c'est la voie bouddhique du Madhyamika. On ne peut pas connaître toute l'histoire du bouddhisme, mais c'est ce que ça veut dire. C'est la voie qui passe entre les deux, qui passe entre deux concepts bouddhistes, celui du fait que la réalité n'est qu'illusion d'un côté, et de l'autre penser que la réalité n'est que dans son esprit. Alors, la voie bouddhiste du Madhyamika veut dire que les deux sont des illusions, il faut savoir passer entre les deux, c'est là où se trouve le réel absolu. Alors la conclusion supporte le début, cette architecture en araignée est ainsi conclue, elle a été dévoilée, elle est maintenant conclue. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, je vais passer, parce que c'est résumé en quatrième de couverture, alors je vais passer à travers ça, puis si c'est résumé, on devrait toucher un peu à tous les points névralgiques importants du roman. Alors l'été à Ganeshomang, alors c'est l'été comme maintenant, à Ganeshomang, vous expliquez, l'écriture poursuit la fiction dans l'extase du temps. Alors nous allons parler du temps un peu plus tard, mais l'idée c'est, si on passe entre les deux, entre les illusions de la vie, c'est ainsi qu'on peut peut-être mettre les pieds au paradis et se retrouver dans l'extase du temps qui nous est accordé, cette grande gratuité, cette grâce de l'univers qui nous parvient. Les souvenirs d'enfance, parenthèse, la nudité des cousines est désirable, le piano de la mère un délice, se prélasse sur la plage d'une communauté métisse près de Saint-Laurent, dans le Far West canadien, avec la musique de Bach et de Mozart, les poètes taoïstes et les penseurs présocratiques. Alors tout le monde vient ici pour se prélasser parce que vous voyez derrière moi, c'est merveilleux. Il y a des vagues, il y a du vent, il y a des passages nuageux, il y a du soleil. C'est le paradis. Je reprends. Alors, les souvenirs d'enfance, la nudité des cousines. Bon, on va laisser faire la nudité des cousines pour le moment, sauf pour dire que ces choses-là, il faut les découvrir en enfance, parce que si on manque l'occasion, c'est la découverte, c'est l'étape naturelle de la vie, mais si on manque ces occasions-là, eh bien, la vie est beaucoup plus difficile plus tard, à mesure qu'on prend un peu d'âge. Mais je vais vous lire un passage qui touche à la nudité. Tard en soirée, je suis allé à l'eau. Je me baigne souvent nu, c'est la narratrice ici qui parle. Je me baigne souvent nu la nuit. Est-ce à ce moment, moi, ou l'eau qui ressent tant de nature et de liberté? Il faut se baigner la nuit, nu. On plonge, longue nage sous l'encre, écrit encre comme l'encre de plume, longue nage sous l'encre, remontée, l'eau gicle, la lumière perle partout, brillance dans la nuit la plus noire, inimaginable beauté, incroyable merveille, splendeur lumineuse de la nuit en molécules d'eau, atomisation, luxueuse magnificence de la grâce, solution, dissolution, la voie de la transparence, je flotte longuement, la grande ours dans les yeux. J'écris aussi au cœur de la nuit. Avant d'écrire, je fais des esquisses pour assouplir la pensée. J'écris moins bien quand je ne dessine pas. J'ai souvent médité sur rien du tout. Alors la nudité, évidemment, c'est d'être ouvert à tout ce qui vient vers nous. C'est de s'offrir, c'est une offrande, et l'univers répond. Bon, ensuite c'était, comme on nous dit, ah oui, le piano de la mer, un délice.
Bon, alors je vais parler un peu du piano de la mer. Dans ce roman, il y a des éléments biographiques de ma jeunesse, de mon adolescence, et la plupart sont, comment dire, correctement biographiques, d'autres ont été un peu fictionnalisés. Mais je dis ceci pour dire que ces éléments sont importants dans le sens que je crois que si on fait cette espèce de tissu, une espèce de cosmos qui retouche des territoires variés et des époques variées, je pense qu'il faut engager le corps de l'être écrivant, donc le corps de l'auteur. Donc, il y a des parties de ma vie qui sont là-dedans. Mais ces parties-là ne sont pas plus véridiques ou plus importantes que les parties, disons, de la vie de Baudelaire que je pourrais inscrire, ou des parties de la vie d'Agnes Martin, dont je vais vous parler dans quelques minutes, ne sont pas plus importantes qu'un poème de Rimbaud, qu'un poème zen de Rengetsu, une fabuleuse haïkiste japonaise. Alors, toutes ces choses-là, c'est comme dans un tableau. Il y a du rouge, du bleu, du vert. Tous les pots de peinture sont importants. Certains de ces pots-là ou de ces couleurs-là prennent plus d'importance, mais il n'y en a pas une qui est plus véridique ou plus importante que l'autre. C'est dans l'harmonie de tous ces éléments-là que se trouve le vrai roman. Il faut évidemment parcourir l'ensemble de la toile de l'araignée. Bon, alors venons ce passage au sujet du piano de la mer qui est un délice. Alors, vous allez voir que ça regroupe différentes choses, mais essentiellement, ça tourne autour de l'acte, si je puis dire, du piano de ma mère. Certain qu'il y a un piano au paradis, car il ne faut pas aller croire que les anges peuvent se satisfaire d'un luth ou d'une harpe. Ils aiment tant danser qu'ils se tiennent convenablement 665 sur la tête d'une épingle. Un de plus, par contre, c'est l'enfer. Mon père a été alité les dernières années de sa vie, alors qu'il souffrait affreusement. Ma mère lui demandait souvent ce qu'elle pouvait faire pour alléger son sort. Il répondait toujours dans la démesure de sa maladie. « Ça va, joue du piano » ou « Va jouer ton orgue, je vais t'écouter ». Nous avions acheté à ma mère un orgue d'intérieur. Il aimait tellement l'entendre jouer, ce qu'il entendait bien sûr était sa joie, leur joie. Il respirait au plaisir qu'elle éprouvait à faire parler les notes. Cela l'apaisait. Playing the blues makes you feel so good. C'était leur plaisir, à l'un et à l'autre. Je me rappelle aussi les dernières heures de ma mère à l'hôpital. Le cœur cédait. J'ai longuement écouté sa respiration ralentir, s'estomper. Le rythme envoûtant du respire, respire c'est un vieux mot pour une vieille mère, paisible, sublime. On aurait dit une partition d'Arvo Pärt. Je crois n'avoir rien entendu de si parfait, espèce d'enlèvement divin. Quand le souffle veut se faire sentir, il se retire. Bon, il y a de la place pour la Bible et Rimbaud, Baudelaire a trouvé le lieu, Geneviève Haas et Agnes Martin sont des habitués. Voilà. Écoutez, avant de revenir sur certains de ces personnages-là, j'ai inscrit ici un autre passage que je vais vous lire. En faisant jouer Yin Yang pour une foule de raisons, vous savez, des fois il y a des clichés qu'on veut retourner. On verra comment les lecteurs vont réagir, mais vous pouvez rappeler facilement, parce qu'il est question ici de cette narratrice qui non seulement écrit son roman, mais qui se fait la main en faisant des dessins, des esquisses, etc. Vous pouvez imaginer, vous souvenir de toutes ces histoires d'artistes qui recevaient dans leur studio des femmes qui se dénudaient pour servir à des esquisses.
On pense à cette scène, on peut penser aux scènes de Rodin qui accueillait chez lui une foule de modèles. Il y a cette scène de Diego qui reçoit Frida, puis finalement ils finissent par faire l'amour. Alors on tient pour acquis que souvent les artistes vont avoir des relations avec leurs modèles. Mais c'est souvent moins bien vu quand que ce sont les femmes qui entreprennent ces activités tout à fait naturelles. Vous savez, on trouve naturel que les hommes aient des relations à droite et à gauche. Dès qu'une femme a plus d'une relation, bien soudain, c'est une nymphomane. Alors, la raison du yin-yang là-dedans, c'est pour montrer qu'il y a une égalité des sexes. Les gens fonctionnent différemment, mais qu'une égalité des sexes. Alors voici un petit passage un peu plus anodin, pour ainsi dire, où Frank est venu visiter la narratrice avant de passer la journée ensemble, a fait quelques esquisses, elle a écrit, ils sont allés se balader, etc. Et nous voilà maintenant plus tard dans la journée. En soirée, feu de camp, quelques étoiles filantes. Nous faisons un peu de planche à voile dans la noirceur qui s'établit devant un vent léger, pour le plaisir de traverser la nuit allègrement. Nous rentrons, j'écris, il lit. Enfin, je lui dis, je monte au deuxième me coucher. Il répond, tu veux dire au premier. Franck est français, c'est évident. Alors, je fais d'une main l'autre, narratrice Franck, pour qu'on puisse suivre un peu la conversation. Alors, Franck est français, c'est évident. Elle répond, non, nous sommes au premier. En haut, c'est le deuxième. Nous sommes au rez-de-chaussée. L'étage au-dessus, c'est le premier. Il y a 2 étages au chalet. L'étage supérieur, c'est le deuxième. On dit rez-de-chaussée pour l'étage où nous nous trouvons. S'il n'y avait pas de deuxième étage, il n'y aurait qu'un étage, certes. Alors ce serait le premier étage. On ne pourrait dire premier car il n'y a pas de deuxième, donc il n'y a pas d'étage. Oui, il y en a un, c'est le rez-de-chaussée. Tu sais bien qu'au Canada, rien n'est au ras de la chaussée. Il faut toujours monter quelques marches. Alors on dit qu'on demeure à l'étage. À quel étage? Au rez-de-chaussée. Écoute, je monte me coucher. Si tu me suis, tu reconnais que tu montes au deuxième. Sinon, tu peux prendre la chaussée. Bon. Alors, il y a la place pour la Bible et Rimbaud. Baudelaire a trouvé le lieu. Geneviève Haas et Agnes Martin sont des habitués. Alors, Geneviève Haas, c'est une artiste que je n'ai pas connue personnellement, mais dont j'ai rencontré l'œuvre lorsque j'enseignais et j'écrivais comme invité à l'université de Rennes 2. À Rennes, justement, et j'ai découvert les tableaux de Geneviève Haas qui travaille le bleu, ce travail magnifique. Évidemment, ça trouve sa place dans cette composition de Ganesha-Mong parce que nous sommes sur le bord de cet immense lac Manitoba qui fait 45 km en largeur, 200 km en longueur, qui le jour est bleu, le ciel est bleu avec ses passages nuageux, donc le bleu est partout. Donc parler de cette femme qui travaille le bleu dans ses tableaux, c'est important. Et j'ai parlé aussi d'Agnes Martin parce que, et je vais vous en parler maintenant, c'est une artiste d'origine canadienne. Elle est née en Saskatchewan en 1912. Je pense qu'elle s'est déplacée vers Vancouver avant d'aller s'installer au Nouveau-Mexique où elle peignait. Et puis elle a été découverte par Betty Parsons de New York. Il l'a invitée à venir à New York. Il a trouvé un appartement. Elle a vécu dans un quartier où habitaient des grands noms de la peinture contemporaine américaine comme James Rosenquist, Robert Indiana, Jasper Jones, Barnett Newman, tous ces gens-là. Donc, elle a fait carrière là, elle a été connue. Puis soudain, en 1967, elle abandonne tout. Elle met ses brosses et ses pots de peinture de côté. Elle achète une roulotte et elle prend la route en roulotte pour traverser l'Ouest canadien et l'Ouest américain. Alors moi, je suis certain, j'en parle
Je vais en parler dans le roman. Je ne dirai pas cette section-là, mais je suis certain qu'elle est passée évidemment par Gagny-Chemong. Donc, elle a fait toute cette route-là, elle a traversé l'Ouest canadien, américain, puis elle est retournée s'installer au Nouveau-Mexique vers 1969, où elle a construit sa propre maison en Pisé. Elle a travaillé là jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt en 2004. Elle a développé une approche très zen, taoïste, face à la peinture. Et en fait, vers la fin de sa vie, je pense que c'était en 99, je devais passer brièvement par le Nouveau-Mexique et j'avais pris contact avec elle, puis j'avais dit que je passerais, puis j'espérais de pouvoir la rencontrer. Puis elle a dit oui, oui, signale quand tu arriveras. Alors, je suis arrivé un jour, en fin de journée, je devais repartir le lendemain. Alors, j'ai son numéro de téléphone, je téléphone, j'ai dit bon, je rappelle qui je suis, me voici, etc. Est-ce que je pourrais passer vous voir en soirée ce soir ou tôt demain matin? Elle dit ah non, je regrette, c'est impossible, peut-être le jour après. Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais ça ne veut pas dire que son œuvre ne m'enchante pas et que ça ne demeure pas une grande artiste de la peinture contemporaine, donc de tout temps au fond. Alors, voici un tout petit passage qui a trait à elle dans le roman. De plus longs passages. Toutes ces femmes intercoupent, si vous voulez, la présence d'êtres masculins. Mais je trouvais c'est important qu'elles aient autant de présence, que ce roman-là soit équilibré dans le sens yin. Alors, je prépare les toasts, le café. Brise par la fenêtre, les branches bougent, un peu comme aujourd'hui. Jeu d'ombre et de lumière sur le comptoir. Ma vie est une peinture. Petit poème qui arrive ici. Le dessous de la feuille, dans la fraîcheur de l'ombre, sublimement sobre, souriant d'innocence. Les plus fragiles tiges frémissantes à la lumière se plient et se brisent en silence. De son poème, l'artiste Agnes Martin disait que le poème, comme les tableaux, ne traite pas de la nature. Ce n'est pas une question de ce qui est vu, mais de ce qui est connu depuis toujours en esprit. Alors, il y a beaucoup de nature dans ce roman, mais c'est en même temps ce que nous, comme une espèce de mémoire immémorielle, nous revient. J'essaie de me souvenir du poème d'Apollinaire qui disait ce serait bien plus beau si toutes ces choses-là étaient en moi, mais au fond, en ce moment, il n'y a que moi qui suis en moi. Il faut se laisser absorber par ces choses, mais cette reconnaissance, et c'est un peu ce qu'est le roman, je pense, une appréciation de la nature et de son expression dans une variété d'arts, mais c'est une appréciation de la nature et de notre reconnaissance dans un lien symbiotique avec tous ces éléments naturels. Bon. Lacan y est passé, ben on va laisser faire Lacan parce qu'il passe très, très, très rapidement, lui. Les nonnes et abbesses zen l'habitent toujours, je vais y venir. Glenn Gould demeure un penseur incontournable, il joue du piano comme si c'était un clavecin. Bon, alors la musique est très importante dans ce roman parce que, écoutez, il est question de temps. Hein? Gagny-Chemong, le sous-titre c'est « Ou l'extase du temps ». Donc le tempo, c'est une forme, si vous voulez, du temps. Ce n'est pas le temps, mais il donne une mesure du temps. Alors, je vais lire un petit passage ici, justement, au sujet du temps, parce que ça passe un petit peu par Glenn Gould. Je me réveille en plein milieu de la nuit. Rêve varié. Lune forte dans le ciel bleuté. Je descends faire jouer les deux versions des variations Goldberg interprétées par Glenn Gould. Je m'étends dans la chaise longue au grand air de la véranda, le chien à mes pieds, le silence des bois en contrepoint. J'écoute la différence. L'enregistrement des variations Goldberg par Glenn Gould en 1955 dure 38 minutes 34 secondes. La version de 1981 dure 51 minutes 18 secondes.
On a dit de la première version qu'elle était trop rapide, de la deuxième qu'elle était trop lente. On ne sait pas de quoi on parle si l'on songe que la version d'Angela Hewitt dure 78 minutes 32 secondes. Pas de tempo, sans temps. Et je fais une pause ici pour revenir. J'essaie de donner des indices de lecture, des petites pistes d'écriture pour les gens qui ont davantage l'habitude de lire un roman comme si on passait à travers et il terminait au dernier souffle de notre lecture. Alors, je reprends cette petite phrase pour donner une piste, les genres de choses qu'on peut lire, comme dans un tableau, on ne voit pas un tableau une fois puis on dit ah oui c'était beau, mais il est parti, on retourne, on voit qu'un rouge-gorge caché dans le fond des bois, qu'une abeille près d'une fleur, dans le grand paysage où il y a des gens à chevaux puis tout ça, alors on voit la grande scène, mais si on regarde de près, on voit des taches. Des choses qui nous rappellent autre chose. Alors, je rappelle donc cette dernière phrase, pas de tempo sans temps. Alors, j'aurais pu écrire pas de tempo sans le temps, mais en disant tout simplement sans temps, on entend, sans temps, ça s'entend. Alors, pas de tempo sans temps. S'il n'y a pas de tempo, on entend ça. Alors, ça prend du tempo pour entendre le temps. Et je termine ce passage-là en disant, le tempo n'est pas le temps, mais il peut donner la sensation de l'étendue du temps. Donc, spatialité. Dès que quelque chose s'organise dans le temps, cela constitue un espace. C'est pourquoi on dit espace de temps. Excusez-moi. J'ai mis ça à l'écran. J'ai parlé un peu plus tôt de la nécessité que le corps écrivant s'engage dans son écriture. Et pour rappeler ici, pardon, cette épigraphe à l'origine qui dit « connaît le masculin, adhère au féminin », je rappelle dans le cours du roman, dans ce petit paragraphe, des faits très très réels, pardon, donc que je partage ici. Dans le quartier de mon enfance, toutes les rues ont nom de femmes. Princess, Adelaide, Dagmar, Ellen, Frances, Gertie, Harriet, Isabel, Juno, Kate, Lydia, Olivia, Pearl, Emily, Agnes et Beverly. L'avenue principale se nomme Notre-Dame. C'est la voie qu'il faut emprunter pour traverser la ville en route pour gagner Chaumont. Alors, je ne demeure plus dans ce quartier-là, mais quand je dois partir de l'autre bout de la ville pour me rendre ici où je suis présentement, à Gagny-Chaumont, je prends l'avenue Notre-Dame qui me conduit vers le chemin périphérique et finalement la grande route qui nous amène jusqu'à Gagny-Chaumont. Alors, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, principalement dans deux avenues de fait, l'avenue McDermott et l'avenue Bannatyne. Et ces deux avenues-là, comme l'avenue Notre-Dame, qui est attenante, avenue Bannatyne, avenue McDermott, avenue Notre-Dame, ces avenues sont toutes traversées par les rues que je viens de vous nommer. Donc, dans le milieu physique de ma jeunesse, il y a toute cette immense présence, cette immense géographie féminine. Alors, je reviens à l'épigraphe du début, connaît le masculin. Hein, je suis né un homme avec des traits masculins, des affinités masculines, etc., etc. Mais ça dit adhère au féminin. Alors, juste pour vous indiquer que les choses qui sont mises dans un roman, c'est pas toujours tellement pour l'histoire qu'on peut suivre. Un garçon rencontre une fille, ils ont des relations, puis à la fin, il y a un bébé ou il n'y en a pas, ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'est le cours, c'est comme on dit toujours, c'est pas l'aboutissement qui compte, c'est le voyage lui-même. Alors le roman, c'est un peu ça. C'est le voyage lui-même de la première à la dernière page. Mais on peut sauter, évidemment, revenir en arrière. Daniel Pénac nous a enseigné comment faire tout cela. Bon, alors pour rester du côté féminin, parce que c'est important,
J'ai parlé des nonnes et des abbesses zen. J'ai mis des... Il y a dans le roman des références à Cézanne, à d'autres artistes mâles, masculins, mais j'ai aussi mis des artistes féminins. Et puis, il y a des citations, puis c'est toujours ce qu'on fait. On cite les moines, les grands penseurs taoïstes, zen, qui sont des hommes. Mais plus oubliés, mais tout aussi illuminés, puis à mes yeux importants, ce sont les nonnes et les abbesses zen qui ont laissé des textes importants, dont l'exemple de leur vie nous enseigne bien des choses. Alors, lorsqu'on lit un roman, puis il y a un poème, là, un petit haïku d'un moine ou d'une abbesse, on le lit. Si on ne connaît pas le nom de la personne, ou d'où elle vient, ou l'année, c'est secondaire. Le poème est là en lui-même, et c'est la chose qu'il faut apprécier. Mais j'ai mis les noms pour qu'on apprenne à connaître ces gens-là. Je veux dire, tout le monde connaît Basho, EQ, de grands noms du monde zen, mais on connaît moins Rengetsu et Yodo, des poétesses du genre, qui méritent évidemment d'être connues. Alors voici quelques extraits de ce domaine-là, qui nous enseigne certaines choses, ces choses-là qui sont reprises dans les éléments de la nature que je mentionne au cours du roman, qui sont ici à Ganishomon et qui peuvent être en relation avec Baudelaire, parce que Baudelaire parle beaucoup des chats, du langage des chats. Les chats ont une attitude et une langue qui recoupe à mes yeux beaucoup la pensée taoïste et zen. Alors tous les éléments dans le roman sont là pour, comme j'ai dit, construire cette toile d'araignée qu'on peut suivre d'un point à l'autre et qui résonne dans son ensemble. Alors voici. Alors je parle de Rengetsu, une poétesse, calligraphe, céramiste réputée du 19e siècle. Alors je vous donne ce petit poème d'elle. Allant et venant, sans début ni fin, semblable au glissement des nuages blancs, le cœur des choses. Alors, je n'explique pas davantage, mais juste pour laisser entendre qu'elle nous dit comment être au cœur des choses. Alors voici maintenant un poème de Yodo qui est peut-être, parce que des fois dans l'histoire les choses ne sont pas toujours certaines, mais qui est possiblement la dernière née de Go-Daigo. Je ne suis pas certain comment on prononce ce nom, mais on prononce généralement toutes les voyelles, donc Go-Daigo, 96e empereur du Japon. Alors, dernière née de lui et d'une courtisane inconnue. Comme je vous disais, on retient le nom de tous les hommes, puis les femmes, ils ont été mises de côté, malheureusement. Rimbaud a dit, j'ai pas la citation devant moi, mais quand la femme sera libérée de l'esclavage dans laquelle on l'a mis, elle écrira, elle pensera, elle trouvera des choses merveilleuses, parfois insondables, qu'on regardera, qu'on observera et qu'on comprendra. Bon, alors je dis du poème de Yodo, de cette femme qu'elle était poète et qu'elle voyait clair. Alors voici un enseignement, si vous voulez, zen ou taoïste, qui me semble absolument limpide, mais je vous le laisse pour ce qu'il est. Cœur léger, cœur trouble, même corps, même souffle. Je répète, cœur léger, cœur trouble, même corps, même souffle. Écoutez, alors, je perds un peu la voix, je prends un peu de champagne. Je prends du champagne plutôt que de l'eau parce qu'il dit en fin de ce quatrième de couverture que la nuit est fraîche, le champagne frais. Alors je veux rester dans l'esprit des choses. Alors je tente de m'abreuver avec du champagne frais. Alors voici l'histoire d'une nonnesse ou d'une abbesse. Comme vous savez, les monastères étaient réservés aux hommes, mais on recevait certaines disciples nonnes et abbesses. Il y a plusieurs exemples de ça dans le roman.
Alors, je raconte une histoire, parce que ces histoires-là nous enseignent beaucoup de choses. Alors, de façon générale, les moines étaient un peu misogynes à l'égard des femmes, et il y avait des maîtres d'abbaye qui étaient, c'est pour ça sans doute qu'ils étaient maîtres, qui étaient au-delà de ces petitesses de la nature, alors qui recevaient des femmes comme disciples dans le monde zen. Alors voici. Le champagne ne fait pas toujours l'affaire. Au XIIe siècle, peu de nonnes bouddhistes étaient reconnues ou admises auprès de l'enseignement d'un maître. Dahui en avait plusieurs. De ses disciples, Mao Zedong était, disait-on, la plus belle. Le moine Huanan, soit craignant l'atteinte que ses visites pouvaient porter à la réputation de son maître, ou, misogyne encore comme en esprit, ne voyait pas d'un bon œil ces entretiens. Dahui connaissait la grande vertu de Mao Zedong. Il proposa donc à Huanan d'interviewer sa disciple pour attester sa compréhension de la voie, ce que le moine accepta de faire avec beaucoup de réticence. Huanan alla frapper à la porte de la modeste cabane où habitait Mao Zedong et proposa l'entrevue. Entrevue spirituelle ou temporelle, dit-elle. Spirituelle, répondit-il d'un ton hautain. Un instant. Elle ferma la porte. Une minute plus tard, elle lui dit d'entrer. Il la trouva nue, étendue sur son lit. « Qu'est-ce que ce lieu » fit-il en pointant son pubis du doigt. Elle répondit. « Tous les Bouddhas du monde, tous les patriarches, tous les maîtres et tous les moines en sont issus. Me laisses-tu entrer » ? Un cheval peut entrer, mais non pas un âne. Huanan resta confus. L'entrevue est terminée, dit Mao Zedong, qui lui tourna le dos. Huanan s'en retourna humilié, couille bredouille. Plus tard, son maître lui dit « C'est toute une femme, n'est-ce pas ?» Oui, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à une tête de mule. C'est une histoire qui nous s'entende ou qui nous rappelle qu'il y a beaucoup d'humour dans la philosophie, je peux dire, dans la pensée zen. Et pour rester un petit peu dans ce ton d'humour et d'humeur qui permet quand même un entendement, une compréhension, si vous voulez, il y a beaucoup de musique de Bach, il y a du Mozart, il y a en particulier un des narrateurs, une des narratrices qui aime beaucoup les sonates de Mozart et qui parle de cette interprétation de Glenn Gould, parce que Glenn Gould a interprété toutes les sonates de Mozart qui ont été endisquées. On a dit l'interprétation de Glenn Gould, c'était un abus, mais ça demeure de la belle musique. Alors, je vous lis ce passage qui parle des notes qu'on peut trouver sur la pochette de la couverture, parce qu'il y a des commentaires sérieux. Alors, ici, c'est une approximation que j'ai faite des commentaires qu'on peut trouver sur cette pochette de couverture. Une fois de plus, je ferai d'un côté et de l'autre, parce que c'est Mozart et Glenn Gould qui se parlent. Voici le texte. Voici, si on allait voir, ce qu'on pourrait à peu près retrouver de commentaires enviables sur la pochette du disque compact. Il faut pour cela imaginer que nous sommes au paradis, dans une salle de répétition ornementée à la Tiepolo quand Mozart parle, style neutre, studio d'enregistrement quand c'est Gould qui intervient. Alors, Mozart, pour commencer. Vous ne cessez de siffloter ou de turluter en jouant. J'en conviens, c'est plus fort que moi. Cela ne vous a pas trop ennuyé? J'ai noté. Quelque chose vous a dérangé.
c'est que vous n'avez pas du tout suivi mes indications. J'ai donné rigueur à ce qui n'était que décoration. Trop de notes, vous aussi? Non, pas trop. Arbitraire, théâtral. Je suis estomaqué. Il y a des remèdes pour cela, comme le contrepoint en musique. Pourquoi avoir concocté cet album si vous n'aimez pas ma musique? Ne pas aimer? Bien au contraire, ce sont des merveilles. C'est votre œuvre majeure. Ah bon, pourtant vous avez tout modifié, pas du tout interprété. J'ai l'oreille, j'ai foi en ce que je fais. À vous entendre, je serai du parti de la dépense et vous de la réserve. Question de perspective. Vous êtes en effet dans l'allégresse. Je n'en ai rien retiré au jeu. Moi dans la dépense, la vraie, affaire d'économie, de réserve d'énergie. Chaque chose en son temps. Ah, le tempo. Vous savez, j'ai le temps juste. J'ai tout mon temps, tout le temps. Alors voilà cette petite conversation au paradis entre Mozart et Glenn Gould. Et puis, je rappelle tout simplement avant de passer à autre chose que ailleurs dans le roman, il est aussi question de l'interprétation que le jazzman Keith Jarrett, pour ceux qui connaissent, c'est un excellent joueur de jazz, mais il joue aussi la musique classique. Alors, il est question de l'interprétation que Jarrett fait des suites de Handel, dont on a dit, ça c'est la critique, The wrong player on the wrong instrument. Je m'excuse, mais l'interprétation de Jarrett est louable. Et il y a beaucoup de questions d'interprétation ici, de transposition, c'est-à-dire il faut apprendre à lire et parfois l'interprétation est préférable à la sécheresse de ce qui est tout simplement couché sur papier. Alors il faut lire à travers. Marcellin Plenet disait « Tout ce que j'entends, je le vois, tout ce que je vois, je l'entends ». Alors c'est un peu ce genre de choses qui est en jeu dans le roman. Bon, alors nous arrivons vers la fin. J'ai parlé qu'il était beaucoup question de nature dans le roman. Je vous en donné quelques exemples, mais où le roman s'y mêle, c'est-à-dire parce que ces gens-là ici, les narrateurs, sont venus ici pour écrire le roman. Et puis la nature les inspire, mais le roman inspire également la nature. Alors je vous donne ici un passage du roman où la nature et puis le roman sont un peu tous les deux présents en même temps. Je sors du roman, j'entre dans la véranda, reprendre la plume et le cahier. Les oiseaux autour de la mangeoire, carouge à tête jaune, carouge à épaulettes, vacher et quiscale au sol. Ils font place aux roitelets, citelles, mésanges, chardonnerets, qui à leur tour s'envolent dans les boisés. La ronde reprend. Paruline de tout ordre, un rouge-gorge ici et là, le chant des orioles. J'ai des jets bleus, une espèce d'oiseau-mouche, des mouches à miel, des mouches de toutes sortes. Le colibri est fidèle. Il y a des hirondelles à tire-d'aile. C'est l'Éden, oui. Dieu est un jardinier. Cultive ton jardin. Et ici un petit poème. Aujourd'hui les demoiselles, au-dessus d'elles les hirondelles, dans d'autres ciels. Dans le cahier, c'est ainsi. Les mots échangent leur position. Les lignes semblent se remplacer, s'effacent pour réapparaître. Un grand gommage qui laisse la trace d'un passage. Mouvement inlassable de l'eau, de l'encre. Descendons les fleuves impassibles, jetons sur l'océan des anges l'encre pour toujours. Chaque jour nouveau, chaque jour le même à nouveau, soleil à nouveau, passage nuageux, soleil, les vagues se brisent, s'alluient, s'abrillent, Eros du roman. J'y suis, grande gratuité. J'entends par là la grâce d'être. La vie est impayable. Je ne connais pas d'autre grâce, écrit Isidore Ducasse, que celle d'être né. Un esprit impartial la trouve complète. Je suis repassé
plusieurs fois avant d'arriver. L'éternité est toujours retrouvée, l'infini nouvellement étendu. C'est ce que nous enseigne la nature. Ainsi, dans le roman que je compose, il n'y a pas vraiment d'arrière-pensée à ce que j'écris. L'extase sans limite de l'écriture suffit. Tous les sujets sont des motifs, toutes les profondeurs des vides. Voilà la surface de l'écriture, divine, infinie, éternelle. Je m'étends dans la chaise longue, je clique sur la manette, scarlatier, clavecin sans pareil. Je ferme les yeux, Carouge, Corneille, Auriol, ce que j'entends, je le vois. Alors voilà, en terminant mon champagne, un peu le roman, des extraits du roman et je l'espère des pistes de lecture, d'appréciation du lieu dans lequel nous sommes. C'est un lieu merveilleux, c'est un lieu où j'ai écrit plusieurs romans. J'ai écrit le roman Plage ici en 1984. J'ai écrit Le soleil du lac qui se couche en 1995, même s'il n'est paru que plus tard. Et j'ai écrit ici, évidemment, Gany-Chemong, il y a une couple d'années avant qu'il soit publié. Et je suis ici présentement en train d'écrire la suite de Gany-Chemong. La suite, je dis vite, parce que ce n'est pas la suite de l'histoire, c'est pas la suite de deux narrateurs, des choses comme ça, c'est la suite du roman même, c'est la suite de l'écriture du roman. Alors ce tissu textuel, d'effets sonores, naturels, émotifs et mémoriels va continuer pour évidemment arriver à une autre conclusion. Les deux romans vont être totalement indépendant. Je pense c'est tout. Je termine avec le résumé peut-être un peu philosophique, parce que c'est un roman métaphysique, c'est-à-dire physique, mais aussi métaphysique, c'est-à-dire un roman de méditation. Alors, je termine sur le dernière phrase de la quatrième de couverture. On retrouve l'art comme pensée poétique, la poésie comme pensée philosophique et le roman comme poésie, avec la musique en arrière-fond cosmique. Alors voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Moi, entre-temps, je vais aller me baigner. J'espère de vous retrouver, aller visiter le site de Thin Air, le Festival international des écrivains de Winnipeg, parce qu'ils vont donner le jour et l'heure. Il y aura comme un 5 à 7, ce ne sera pas un 5 à 7, ça va durer peut-être une demi-heure ou une heure, mais un moment où vous pourrez tous me poser des questions en direct au sujet du roman, au sujet de mes autres œuvres, au sujet de l'écriture en général, au sujet de la merveilleuse géographie du lieu où nous nous trouvons. Alors je vous remercie de votre attention. Le Manitou vous salue et m'attend. Bonne journée.